Le patron de ma femme a fait une blague sur notre relation pendant le dîner, et tout le monde a ri, y compris elle. Quand je lui ai dit que cela me dérangeait, elle a répondu « Si ça ne te plaît pas, paye part ». C'est donc ce que j'ai fait. Je m'appelle Ethan Blake et, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. 40 ans, un travail correct de consultant en informatique, un bel appartement dans le centre-ville de Portland, et une femme qui faisait tourner les têtes partout où nous allions. Rachel Blake était tout ce que je pensais vouloir, ambitieuse, belle, et assez intelligente pour me garder sur le qui-vive. Le problème, quand on pense avoir tout compris, c'est que la vie a un sens de l'humour tordu. Tout a commencé un mardi soir d'octobre. Rachel est rentrée tard à nouveau, le claquement de ses talons sur notre parquet résonnant comme un conte à rebours que j'ignorais écouter. Elle travaillait dans la finance chez Morrison & Associates, l'une de ces entreprises autour de verre où tout le monde portait des costumes chers et parlait de projections trimestrielles comme s'il s'agissait de la météo. Le travail, ça a été, ai-je demandé depuis le canapé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Je déboguais du code pour un client. Le genre de travail fastidieux qui paie les factures mais ronge lentement votre âme. Bien, a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Victor veut que l'équipe reste tard demain. Une grosse présentation approche. Victor Lagne, son patron, le type qui conduisait une BMW et portait des montres qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Je l'avais rencontré exactement 2 fois lors de fêtes d'entreprise, et les 2 fois, il avait réussi à me faire sentir comme si je portais à nouveau un costume en carton. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis tourné vers elle. C'est la 4e fois ce mois-ci. Rachel se dirigeait déjà vers la chambre, ses doigts s'affairant au bouton de son chemisier. C'est important, Ethan. Certains d'entre nous ont des carrières qui comptent vraiment. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai ravalé la réponse qui me venait à l'esprit. C'était la manière d'être de Rachel ces derniers temps. Des arrêts de vivre là où il y avait autrefois de la chaleur. Je me suis dit que c'était le stress du travail, que les choses s'amélioreraient une fois son grand projet terminé. J'étais un idiot. Le lendemain soir, elle a annoncé que nous allions dîner avec des amis. Victor invite l'équipe, a-t-elle dit en appliquant du rouge à lèvres devant le miroir de la salle de bain. Tu devrais venir. Ce sera amusant. Amusant? C'est ça. J'aurais préféré passer la soirée à subir un traitement de canal, mais j'ai mis ma plus belle chemise et j'ai essayé de me convaincre que peut-être ce serait bon pour nous. Peut-être que voir Rachel dans son élément m'aiderait à comprendre ce qui arrivait à ma femme. Avant d'approfondir cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire, et appuyer sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Le restaurant était l'un de ces endroits où le menu n'affiche pas les prix et où les serveurs parlent à voix basse, sur un ton respectueux. Victor avait réservé une salle à manger privée, et quand nous sommes arrivés, j'ai compté 8 personnes autour de la table. Les collègues de Rachel de Morrison & Associates, plus leurs partenaires. Victor s'est levé quand nous sommes entrés, affichant ce sourire à 1 million d'euros qui devait probablement conclure des affaires et briser des cœurs à parts égales. Ethan, super de te revoir, mon pote. Il m'a serré la main avec la poigne d'un homme qui s'entraînait avec un coach personnel. Comment vont les affaires d'ordinateur? Consultant en informatique, les jeux corrigés, mais il se détournait déjà. Le dîner a commencé assez agréablement. Bonne nourriture, vin décent, une conversation qui restait sagement en terrain neutre. Je me suis retrouvé assis entre Rachel et une femme nommée Tara des ressources humaines qui semblait sincèrement intéressée par mon travail. Pendant un instant, je me suis permis de me détendre. C'était ma 2e erreur. C'est arrivé pendant le dessert. Victor avait bu régulièrement tout au long du repas, sa voix devenant plus forte, ses blagues plus grossières. Il tenait la cour en bout de table, racontant une histoire sur une réunion avec un client qui avait mal tourné. Alors me voilà, dit-il en faisant un geste avec son verre de vin. Essayant d'expliquer les produits dérivés à ce type qui pense probablement que les intérêts composés sont trop compliqués. Et sa femme, une femme magnifique, bien au-dessus de ses moyens. Elle se penche et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Victor a fait une pause pour les faits, s'assurant d'avoir l'attention de tout le monde. Il s'avère qu'elle lui rappelait leur dîner d'anniversaire. Le pauvre salaud avait complètement oublié. Des rires polis ont parcouru la table. J'ai senti où cela menait et mon estomac s'est noué. Ce qui me rappelle,
a poursuivi Victor, ses yeux trouvant les miens à travers la table. Ethan, tu es un homme chanceux. Rachel nous parlait justement de ton. Comment tu appelles ça, Ra? Ton système de planification romantique. La table est devenue silencieuse. J'ai regardé Rachel, attendant qu'elle mette fin à cela, qu'elle réoriente la conversation loin de notre vie privée. Au lieu de cela, elle souriait. Ce sourire social éclatant qu'elle utilisait dans les soirées. Oh, ça, a-t-elle dit en riant. Ethan aime tout planifier, même nos moments intimes. Il tient même un calendrier. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, j'ai senti chaque paire d'yeux à la table se tourner vers moi. Ce n'était pas vrai, ou du moins ce n'était pas toute la vérité. Oui, j'avais suggéré que nous essayions d'être plus intentionnels pour prendre du temps l'un pour l'autre, étant donné à quel point nous étions occupés, mais la façon dont Rachel le présentait. Un calendrier? Le sourire de Victor était maintenant prédateur. C'est systématique de ta part, Ethan. Très organisé. Je parie que tu envoies des invitations de réunion et tout le reste. D'autres rires, plus forts cette fois. Mon visage a rougi et je pouvais entendre le sang battre dans mes oreilles. Ce n'est pas comme ça, ai-je dit, bien que ma voix me sembla faible, même à moi-même. Oh, allez, a insisté Victor. Ne sois pas modeste. Rachel dit que tu as des feuilles de calcul et tout, avec un code couleur, n'est-ce pas? Vert pour on y va, rouge pour pas ce soir, chérie. La table a éclaté de rire. Même les gens que j'avais cru corrects riaient maintenant, et j'ai réalisé que ce n'était pas spontané. C'était planifié. Rachel leur avait raconté des histoires sur notre vie privée, avait transformé notre mariage en divertissement pour ses collègues. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de l'embarras ou du regret, mais quelque chose de plus froid. Quelque chose qui ressemblait presque à du mépris. Tu sais quoi, Victor? Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Les rires se sont tus instantanément. Tu as tout à fait raison. Je suis organisé. En fait, je suis assez organisé pour savoir exactement combien coûte ce dîner et combien s'élève ma part. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai compté des billets, les posant soigneusement sur la table devant mon assiette. Cela devrait couvrir mon repas et mes boissons. Quant au divertissement, j'ai regardé Rachel droit dans les yeux, eh bien, je suppose que c'est offert par la maison. Le silence était assourdissant. Je pouvais voir le choc sur certains visages, la satisfaction sur d'autres. La bouche de Rachel était ouverte, mais aucun mot n'en sortait. Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit en attrapant ma veste sur le dossier de ma chaise. J'ai de la planification à faire. Je suis sorti de ce restaurant avec la dignité qu'il me restait, et je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais les entendre parler alors que la porte se refermait derrière moi. J'entendais la voix de Victor s'élever au-dessus des autres. Eh bien, c'était gênant. Quelqu'un veut partager son dessert? Les rires qui m'ont suivi jusqu'au parking étaient le son de la fin de mon mariage, même si je ne le savais pas encore. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues vides, mes mains tremblant sur le volant. L'appartement semblait différent quand je suis entré. Plus petit, en quelque sorte, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant mon absence. Je me suis versé 3 doigts de bourbon et je me suis assis sur le canapé, fixant les photos encadrées sur la table basse. Rachel et moi le jour de notre mariage. Rachel et moi en vacances au Mexique. Rachel et moi à la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Nous deux souriant comme si nous avions tout compris au monde. Que des mensonges, apparemment. Elle est rentrée 2 heures plus tard, ses talons annonçant son arrivée bien avant qu'elle n'apparaisse dans le salon. Elle avait bu. Je pouvais le deviner à la façon prudente dont elle se déplaçait, à la légère pause avant de parler. C'était embarrassant, a-t-elle dit, sans vraiment croiser mon regard. Pour qui? Pour tout le monde. Tu as fait une scène, Ethan. Ce sont mes collègues, mes amis. J'ai posé mon verre et je l'ai regardé, vraiment regardé. Quand était-elle devenue cette personne? Quand la femme que j'avais épousée s'était-elle transformée en quelqu'un qui m'humilierait pour le plaisir? Tes amis, ai-je répété. C'est ça. Et moi, ça fait de moi quoi? Elle a soupiré, le son lourd d'exaspération. Ne sois pas dramatique.
C'était juste une blague. Juste une blague. Tu as transformé notre mariage en sujet de plaisanterie, Rachel. Notre vie privée en divertissement pour ton patron et ses copains de beuverie, mais ce n'était qu'une blague. Mon Dieu, tu es si sensible à ce sujet. Ce n'est pas comme si je leur avais dit quelque chose de vraiment personnel. La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle. C'était la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans. La femme qui connaissait mes peurs et mes rêves et la façon dont j'aimais mon café le matin. Et elle se tenait là, agissant comme si notre intimité ne signifiait rien. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Retourne voir tes amis. Retourne voir Victor et ses blagues, mais sors de ma vue. Elle m'a fixé pendant un long moment, et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle allait s'excuser. Au lieu de cela, elle a haussé les épaules et a ramassé son sac à main. Très bien, je vais rester chez Mélissa ce soir. Peut-être que tu pourras utiliser ce temps pour mettre à jour ton précieux calendrier. La porte d'entrée a claqué derrière elle. Et je me suis retrouvé seul avec les décombres de tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Cette nuit-là, allongé dans notre lit qui ne semblait plus être le nôtre, je me suis fait une promesse. J'en avais fini d'être le sujet de plaisanterie. Fini d'être le type dont on se moquait pendant que sa femme souriait et jouait le jeu. J'allais découvrir exactement à quel jeu Rachel jouait, et ensuite, j'allais le gagner. Le lendemain matin a apporté la pluie et le genre de gueule de bois qui ressemble à une punition divine. Rachel n'était pas rentrée et son côté du lit était toujours fait de la veille. J'ai préparé du café et des toasts, suivant les gestes de la normalité pendant que mon esprit tournait à plein régime. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail, la première fois en 3 ans, et j'ai passé la matinée à fixer l'écran de mon ordinateur portable, essayant de comprendre ce qui s'était passé. La partie rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait que je surréagissais, que les mariages traversent des périodes difficiles, que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils essaient de s'intégrer avec leurs collègues. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'image du visage de Rachel au dîner. La satisfaction froide dans ses yeux quand Victor a fait ses blagues. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui avait été mis dans l'embarras. C'était le visage de quelqu'un qui appréciait le spectacle. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel. Je travaille tard ce soir encore. On parlera demain. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une autre soirée tardive au bureau avec Victor et sa bande. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant en 5 ans de mariage. J'ai décidé de vérifier ce que faisait ma femme. Je ne suis pas fier de ce qui a suivi, mais je n'en ai pas honte non plus. Quand quelqu'un vous fait passer pour un idiot, vous avez 2 choix. Rester un idiot ou devenir intelligent. J'ai choisi l'intelligence. Rachel avait toujours été négligente avec ses mots de passe. Elle utilisait le même pour tout. La date de notre mariage suivie de ses initiales. Il m'a fallu exactement 30 secondes pour me connecter à son ordinateur portable et 5 minutes de plus pour trouver ce que je cherchais. Son compte de messagerie était une mine d'or d'informations. Des courriels professionnels, de la correspondance personnelle, des confirmations d'achat en ligne, enfouis au fond d'un dossier marqué divers, des messages qui m'ont retourné l'estomac. Le premier datait de 3 semaines, envoyé à un certain Simon Crawford. J'ai hâte de te voir ce soir. Je travaille tard sur un projet, donc on aura l'appartement pour nous. Mais ce parfum. J'aime bien. R. Simon Crawford. Je connaissais ce nom. C'était l'un des jeunes associés de Victor, un type de mon âge avec une coiffure parfaite et un sourire digne d'une publicité pour dentifrice. Je l'avais rencontré aux mêmes fêtes d'entreprise où j'avais rencontré Victor, et il m'avait toujours semblé être le genre d'homme qui pratiquait sa poignée de main dans le miroir. J'ai parcouru d'autres messages, chacun étant un petit poignard entre mes côtes. Rachel et Simon se voyaient depuis au moins 2 mois, peut-être plus. Les courriels étaient pleins de blagues internes, de souvenirs partagés et de projets pour de futures rencontres. Ils parlaient de moi comme si j'étais un obstacle à contourner, un problème à gérer. Mais Simon n'était pas le seul. Plus profondément dans le dossier se trouvaient des messages de Victor lui-même. Ceux-ci étaient différents, moins romantiques, plus transactionnels. Victor écrivait comme un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait, c'était ma femme. Le dîner était parfait hier soir, lisait-on dans un message d'il y a 2 semaines.
Ton mari n'a aucune idée de la chance qu'il a. S'il ne peut pas apprécier ce qu'il a, il est peut-être temps qu'il apprenne à partager. La réponse de Rachel m'a donné envie de mettre mon poing dans l'écran de l'ordinateur. Il est tellement naïf. Hier soir, il m'a vraiment demandé si je voulais qu'on se retrouve ce week-end. Je lui ai dit que j'étais occupé par le travail. Il a juste hoché la tête et est retourné à son ordinateur. Parfois, je pense qu'il préférerait être marié à ses feuilles de calcul. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une trahison complète de tout ce que nous avions construit ensemble. Rachel ne me trompait pas seulement. Elle se moquait de moi, partageant nos moments privés avec les hommes avec qui elle me trompait. Le pire, c'était depuis combien de temps ça durait. Les courriels remontaient à des mois, peut-être plus. Pendant que je travaillais tard pour payer notre style de vie, pendant que je planifiais des dîners romantiques et des escapades de week-end, Rachel vivait une vie complètement différente. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes sombres pensées. L'identifiant de l'appelant affichait Pete Kowalski, mon meilleur ami depuis l'université et l'une des rares personnes qui ne m'avait jamais fait sentir que je devais m'excuser d'exister. « Salut, mec. » La voix de Pete était prudente. « J'ai entendu parler d'hier soir. Les nouvelles vont vite. Mélissa a appelé Jenny ce matin. Elle a dit que Rachel s'était pointée chez elle, assez bouleversée. Mélissa était la sœur de la femme de Pete et, apparemment, l'alibi de prédilection de Rachel pour ses activités extrascolaires. Je me suis demandé ce que Mélissa savait, combien de personnes étaient dans la confidence. Je suis sûr qu'elle était dévastée, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher l'amertume dans ma voix. Écoute, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Jenny pense que tu devrais peut-être parler à quelqu'un, un conseiller ou quelque chose du genre. Régler les choses. Il n'y a rien à régler, Pete. C'est fini. Silence à l'autre bout du fil. Pete était marié à Jenny depuis 8 ans, et il formait l'un de ces couples qui se tenaient encore la main en public. Il croyait qu'il fallait régler les choses, se battre pour son mariage, en toutes ces choses auxquelles j'avais cru jusqu'à environ 12 heures auparavant. Tu en es sûr? J'ai regardé l'écran de l'ordinateur, l'épreuve de la double vie de ma femme étalée en noir et blanc. Oui, j'en suis sûr. D'accord, alors. La voix de Pete a changé, devenant plus professionnelle. De quoi as-tu besoin? C'est pour ça que Pete était mon meilleur ami. Pas de jugement, pas de sermon sur le caractère sacré du mariage. Juste une simple question. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de tout savoir, ai-je dit. Depuis combien de temps ça dure, qui d'autre est au courant, ce qu'ils disent de moi. J'ai besoin de savoir exactement à quoi j'ai affaire. Considère que c'est fait. Je vais passer quelques appels. Après que Pete ait raccroché, j'ai passé le reste de l'après-midi à passer au crible la vie numérique de Rachel avec la précision méthodique qui faisait de moi un bon professionnel. J'ai trouvé d'autres courriels, des messages textes, même quelques photos qui m'ont donné envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Mais j'ai aussi trouvé autre chose. La preuve que Victor Lang n'était pas le garçon en or qu'il prétendait être. Cachés dans les courriels professionnels de Rachel se trouvaient des messages qui suggéraient que Victor prenait des libertés avec l'argent de l'entreprise. Rien de manifestement criminel, mais assez de comptabilité créative pour soulever des sourcils si les bonnes personnes le voyaient. Il utilisait les ressources de l'entreprise pour des projets personnels, gonflait les notes de frais et se comportait généralement comme quelqu'un qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. J'ai tout imprimé, organisé en dossiers bien nets, et j'ai tout enfermé dans le tiroir de mon bureau. Je n'étais pas encore sûr de ce que j'allais en faire, mais j'avais le sentiment que cela pourrait s'avérer utile. Rachel est rentrée ce soir-là vers 23 heures, se déplaçant silencieusement dans l'appartement comme si elle essayait de ne pas me réveiller. Je suis resté au lit, faisant semblant de dormir, l'écoutant se préparer pour la nuit dans la salle de bain. Quand elle s'est glissée sous les couvertures à côté de moi, j'ai pu sentir une odeur de parfum sur sa peau. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, dans le noir, à l'écouter respirer, pensant à toutes les nuits où elle était rentrée tard, sans tant d'autres hommes. Toutes les fois où j'avais été trop confiant, trop stupide, trop disposé à croire ses excuses. Je suis désolé pour hier soir, a-t-elle dit doucement. Victor était ivre et les choses ont dérapé. Ça n'arrivera plus. Je n'ai toujours rien dit. À quoi bon?
Nous savions tous les deux qu'elle mentait. Elle s'est retournée, me tournant le dos. Et en quelques minutes, sa respiration s'est calmée au rythme régulier du sommeil. Mais je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond, planifiant mon prochain coup. Parce que Rachel se trompait sur une chose. Je n'étais plus naïf. Et j'en avais fini d'être le sujet de plaisanterie. Pet m'a appelé le lendemain matin avec des nouvelles qui ont confirmé mes pires craintes et m'ont donné de l'espoir en même temps. « C'est pire que tu ne le pensais », a-t-il dit sans préambule. Mais c'est aussi mieux. J'étais assis dans ma voiture devant un café, ayant quitté l'appartement avant que Rachel ne se réveille. Je ne supportais pas l'idée de m'asseoir en face d'elle au petit déjeuner, prétendant que tout était normal pendant qu'elle envoyait des textos à ses amants sous la table. Donne-moi les mauvaises nouvelles d'abord. Tout le monde est au courant, mec. Je veux dire, tout le monde. Jenny a parlé à sa sœur, qui a parlé à Mélissa, qui apparemment est au courant depuis des mois. Rachel utilise l'appartement de Mélissa comme couverture, mais en réalité, elle passe la plupart de son temps chez Simon. J'ai serré le téléphone plus fort. Depuis combien de temps? Au moins 6 mois avec Simon. L'affaire avec Victor est plus récente, peut-être 8 semaines. Mais voici le clou du spectacle. Ils ne s'aiment même pas. Simon et Victor. Je veux dire, ils utilisent tous les deux Rachel pour se venger l'un de l'autre. Une sorte de politique de bureau qui est devenue personnelle. Donc, je suis marié au trophée dans le concours de quelqu'un d'autre. On dirait bien. Mais voici la bonne nouvelle. Ce sont tous des idiots. Malgré tout, j'ai presque souri. Explique. Victor se vante de sa conquête auprès de quiconque veut bien l'écouter. Apparemment, il pense que prendre la femme d'un autre homme fait de lui une sorte de mâle alpha. Et Simon fait la même chose, racontant comment il surpasse le patron en y arrivant le premier. Et Rachel. Pet est resté silencieux un instant. Rachel a parlé aussi. De toi, de votre mariage, de la façon dont elle prévoit de demander le divorce et de prendre la moitié de tout. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais je n'étais pas surpris. J'avais vu assez de preuves pour savoir que Rachel s'était désinvestie de notre mariage bien avant que je ne sache qu'il y avait un problème. Il y a plus, a poursuivi Pet. Victor a passé des appels à tes clients, à des gens de ton secteur, répandant des rumeurs sur ton travail, remettant en question ta fiabilité. On dit qu'il essaie de couler ton entreprise pour que tu sois en position de faiblesse lors du divorce. Là, j'étais surpris, et en colère. S'attaquer à mon mariage était une chose, mais s'attaquer à mes moyens de subsistance franchissait une limite dont j'ignorais même l'existence. Il a fait quoi? Je connais un gars qui connaît un gars chez Morrison & Associates. Victor a dit aux gens que tu es instable, que tu as proféré des menaces, que tu es le genre de gars qui pourrait faire quelque chose de fou quand son monde s'effondre. De la diffamation classique. Je me suis assis dans ma voiture, regardant des gens normaux mener leur vie normale, et j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Victor Lang pensait qu'il jouait aux échecs alors que je jouais aux dames. Il pensait pouvoir détruire mon mariage, voler ma femme et ruiner ma carrière, tout en même temps. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Pet, ai-je dit, aimerais-tu m'aider avec un petit projet? Quel genre de projet? Le genre qui rappelle à certaines personnes pourquoi c'est une mauvaise idée de sous-estimer le type discret dans son coin. Pet est resté silencieux pendant un long moment. Alors, de quoi as-tu besoin? Cet après-midi-là, j'ai mis mon plan à exécution. La première étape était la reconnaissance, et j'ai commencé par Simon Crawford. Simon travaillait dans le département de Victor, mais avait des horaires différents. Alors que Victor était un type de 9h à 17h qui aimait les longs déjeuners et les départs anticipés, Simon était un bosseur qui restait tard et venait le week-end. Il a été assez facile de connaître sa routine. Un appel rapide à Morrison & Associates, en prétendant être un client, m'a permis d'obtenir son emploi du temps pour la semaine. Il vivait dans un complexe d'appartements branchés du centre-ville, le genre d'endroit où les jeunes professionnels payaient un loyer trop élevé pour vivre dans des espaces de la taille d'un dressing. Sa voiture était une BMW série 3 argentée et il la garait au même endroit chaque soir, place 47, dans le garage souterrain. J'ai passé 3 jours à observer la routine de Simon, à apprendre ses habitudes, attendant la bonne occasion. Elle s'est présentée le vendredi soir, quand il est parti pour ce que je supposais être un rendez-vous avec ma femme.
La BMW était magnifique. Peinture impeccable, intérieur immaculé, le genre de voiture qui représentait tout ce que Simon pensait être. Je me tenais à côté d'elle dans le garage faiblement éclairé, tenant un petit sac de fournitures que j'avais acheté dans divers magasins de la ville, et j'ai ressenti un moment d'hésitation. Ce que j'allais faire franchirait une ligne. Une fois que j'aurais emprunté cette voie, il n'y aurait pas de retour en arrière vers l'homme que j'étais une semaine auparavant. Le mari confiant, le type qui croyait qu'il fallait régler les choses, l'idiot qui pensait que l'amour suffisait. Mais cet homme était parti de toute façon, n'est-ce pas? Victor, Rachel et Simon s'en étaient chargés. Je me suis mis au travail. La beauté de mon plan résidait dans sa simplicité. Aucun dommage permanent, rien qui ne puisse être réparé avec du temps et de l'argent, mais une humiliation maximale pour un effort minimal. J'avais accès à la voiture de Simon sans déclencher d'alarme, et j'avais toute la nuit pour mettre en œuvre ma surprise. Quand j'ai eu fini, la BMW impeccable de Simon ressemblait à une scène de crime d'un restaurant de fruits de mer. L'odeur seule mettrait des semaines à disparaître, et l'impact visuel serait immédiat et dévastateur. J'ai laissé une note sur le pare-brise. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Un ami. Puis je suis rentré chez moi pour attendre le feu d'artifice. Ils ont commencé le samedi matin à 7h23 quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est bien Ethan Blake? La voix était tendue d'une rage à peine contenue. Ça dépend qui demande. C'est Simon Crawford. Je pense que vous savez pourquoi j'appelle. Vraiment pas de vrai jeu. Ma voiture. Espèce de psychopathe. Ce que vous avez fait à ma voiture. J'ai fait en sorte que ma voix paraisse sincèrement confuse. Je suis désolé, Simon, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Y a-t-il un problème avec votre voiture? Vous savez exactement quel est le problème. Et si vous pensez que cela va m'éloigner de Rachel, vous vous trompez. Elle en a fini avec vous, mec. Elle passe à autre chose. Passer à autre chose avec vous. C'est ça. Intéressant, parce que j'aurais juré qu'elle passait à autre chose avec Victor Lagne, mais peut-être que je suis confus. C'est difficile de suivre toutes ces activités extrascolaires. Silence à l'autre bout du fil, puis. De quoi parlez-vous? Allons, Simon. Vous êtes un type intelligent. Vous travaillez dans le même bureau. Vous avez dû remarquer la façon dont elle regarde Victor, la façon dont elle rit à ses blagues, la façon dont elle reste tard quand il reste tard. Où pensiez-vous que vous étiez le seul? Plus de silence. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête, les pièces du puzzle se mettre en place. Vous mentez. Est-ce que je mens? Dites-vous quoi, pourquoi ne pas lui demander? La prochaine fois que vous serez ensemble, mentionnez simplement le nom de Victor. Voyez comment elle réagit. Voyez si elle a ce petit sourire qu'elle a quand elle pense à quelque chose à quoi elle n'est pas censée penser. Vous êtes malade. Vous le savez? Peut-être, mais je ne suis pas stupide. Et vous non plus, Simon. Du moins, je l'espère. Il a raccroché sans un mot de plus. Mais je savais que j'avais planté la graine. Simon était ambitieux, compétitif et peu sûr de lui. Exactement le genre d'homme qui serait rendu fou par l'idée que quelqu'un d'autre obtenait quelque chose qu'il pensait lui appartenir. La phase 1 était terminée. La phase 2 a commencé ce soir-là, quand Rachel est rentrée tôt pour la première fois depuis des semaines. Elle avait l'air fatiguée et stressée, et il y avait des rides d'inquiétude autour de ses yeux qui n'étaient pas là ce matin-là. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. « Bien », a-t-elle dit, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « Ethan, est-ce que quelqu'un t'a appelé aujourd'hui à propos de Simon ?»« Simon Crawford, ton collègue. » Pourquoi m'appellerait-il? Quelqu'un a vandalisé sa voiture la nuit dernière. Il pense. Il a une idée folle que tu pourrais y être pour quelque chose. J'ai finalement levé les yeux, rendant mon expression aussi innocente que possible. Pourquoi vandaliserais-je la voiture d'un type que je connais à peine? C'est ce que je lui ai dit, mais il est vraiment contrarié. Apparemment, ça va coûter des milliers d'euros à réparer. C'est terrible. J'espère qu'il a une bonne assurance. Rachel a étudié mon visage, cherchant des signes de tromperie, mais j'avais eu une semaine pour pratiquer mon visage de poker, et je ne lui ai rien donné.
Il a aussi dit des choses sur moi, a-t-elle poursuivi prudemment. Sur ma relation avec Victor. Des choses folles. Quel genre de choses? Juste des ragots de bureau. Tu sais comment les gens parlent. J'ai hoché la tête avec sympathie. Les gens aiment leurs ragots, surtout quand il s'agit de femmes séduisantes et d'hommes puissants. Je suis sûr que tout cela est complètement innocent. Bien sûr que ça l'est. Bien sûr. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux, la petite fissure dans sa confiance que j'avais espérée. Rachel était habituée à contrôler le récit, à être celle qui connaissait tous les secrets pendant que tout le monde tâtonnait dans le noir. Maintenant, elle commençait à réaliser qu'elle n'était peut-être pas aussi en contrôle qu'elle le pensait. « Je vais prendre une douche », a-t-elle dit en se dirigeant vers la chambre. Bonne idée. Tu as l'air d'avoir eu une longue journée. Après qu'elle ait quitté la pièce, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier la phase 3, parce que la voiture de Simon n'était qu'un début. Victor Lang pensait qu'il pouvait détruire ma vie avec des chuchotements et des insinuations. Il pensait qu'il pouvait faire de moi un exemple de ce qui arrive quand des hommes ordinaires essaient de jouer dans la cour des grands. Il était sur le point d'apprendre que cet homme ordinaire avait été attentif, et que je ne faisais que commencer. Lundi matin a apporté le genre de pluie d'automne qui donne au monde entier un air gris et vaincu. J'étais assis dans ma voiture devant Morrison & Associates, regardant les employés du bâtiment se dépêcher sous l'averse quand j'ai vu Victor Lang sortir d'une Mercedes noire et se diriger vers l'entrée comme s'il possédait le trottoir. Il avait l'air exactement comme d'habitude. Costume cher, coiffure parfaite, le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir été vraiment défié. Mais je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Son monde était sur le point de devenir très compliqué. Mon téléphone a vibré avec un texto de Pet. Colis livré. Vérifie tes courriels. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé exactement ce que j'espérais, un dossier détaillé sur les pratiques commerciales de Victor Lang. Compilé par le contact de Pet à l'intérieur de Morrison & Associates. L'homme était encore plus malhonnête que je ne l'avais soupçonné. Victor détournait de l'argent des comptes clients depuis des mois en utilisant un jeu de bonneteau complexe impliquant de faux frais de consultation et des dépenses gonflées. Ce n'était pas assez pour mettre l'entreprise en faillite, mais c'était suffisant pour le faire licencier et peut-être poursuivre en justice si les bonnes personnes l'apprenaient. Il avait également utilisé sa position pour faire pression sur des employés afin de les mettre dans des situations inconfortables. Rien de poursuivable en justice, mais un schéma de comportement qui rendrait le département des ressources humaines très nerveux si cela venait à être révélé. Et le plus intéressant de tout, Victor était marié à une femme nommée Patricia, qui venait d'une famille riche et n'avait aucune idée que son mari la trompait avec la moitié du bureau. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Victor Lang se croyait intouchable. Il pensait que son charme et ses relations le protégeraient de toutes les conséquences. Il était sur le point d'apprendre que tout le monde a des vulnérabilités, si vous savez où chercher. Le premier coup a été tiré cet après-midi-là. J'avais passé la matinée à rédiger le courriel parfait, anonyme, intraçable et dévastateur dans sa simplicité. Il était adressé à 3 personnes, Patricia Lang, l'associé principal de Morrison & Associates et le chef des ressources humaines. L'objet était, concernant les activités extrascolaires de Victor Lang. Le corps du courriel était bref et direct. Je pensais que vous devriez savoir que Victor Lang a des liaisons avec plusieurs employés, dont Rachel Blake du département de la comptabilité. J'ai des photos et des documents si vous êtes intéressé. Un collègue soucieux. Je n'avais pas encore de photos, mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. L'accusation seule suffirait à déclencher une enquête, et une fois que les gens commenceraient à examiner les activités de Victor, ils trouveraient de quoi s'inquiéter. Le deuxième coup est venu 2 heures plus tard. Simon Crawford avait été occupé pendant le week-end, apparemment. Les sources de Pet m'ont dit qu'il avait posé des questions au bureau, essayant de vérifier ce que je lui avais dit sur Rachel et Victor. Ce qu'il avait découvert ne l'avait pas rendu heureux. J'étais assis dans un café en face de Morrison & Associates quand j'ai vu Simon sortir en trombe du bâtiment, le visage rouge de colère. Il est monté dans sa voiture de location, la BMW étant apparemment toujours en cours de désodorisation, et a quitté le parking en trombe comme s'il fuyait une scène de crime. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Il faut qu'on parle. La voix de Simon était tendue de rage. Je vous écoute. Pas au téléphone. Retrouvez-moi au Murphy S Bar sur la 5e rue. Dans 1 heure.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Simon. Vous avez l'air contrarié. 1 heure. Et Blake venait seul. Il a raccroché avant que je puisse répondre, mais je prenais déjà mes clés de voiture. C'était exactement ce que j'avais espéré. Simon était en colère, désespéré et prêt à faire quelque chose de stupide. Tout ce que j'avais à faire était de lui donner une petite poussée dans la bonne direction. Le Murphy's Bar était le genre d'endroit où les employés de bureau allaient noyer leur frustration et se plaindre de leur patron. C'était sombre, bruyant et parfait pour le genre de conversation que Simon et moi allions avoir. Je l'ai trouvé dans une banquette d'angle, déjà en train de travailler sur ce qui ressemblait à son 2e ou 3e whisky. Sa coiffure habituellement parfaite était en désordre, et sa cravate était desserrée comme s'il avait tiré dessus. « Vous aviez raison », a-t-il dit sans préambule alors que je m'asseyais en face de lui. « À propos de quoi ? » ? À propos de Rachel. De Victor. De tout. Il a pris une autre gorgée, sa main tremblant légèrement. Elle nous a monté l'un contre l'autre pendant tout ce temps. J'ai commandé une bière à la serveuse et me suis calé dans mon siège. Ça doit être frustrant. Frustrant ? Simon a ri, mais il n'y avait aucune once d'humour dans son rire. Je me suis ridiculisé pendant des mois, pensant que j'étais spécial, pensant qu'elle tenait vraiment à moi, et pendant tout ce temps, elle en riait avec ce déchet arrogant. Victor peut être assez arrogant, ai-je convenu. Vous savez ce qu'il m'a dit aujourd'hui quand je l'ai confronté à propos de Rachel ? La voix de Simon devenait plus forte, attirant les regards des autres clients. Il a dit que j'étais le bienvenu pour avoir ses restes. Ses restes. Comme si elle était un morceau de viande dont il ne voulait plus. J'ai fait des bruits de sympathie tout en célébrant intérieurement. Cela se passait encore mieux que je ne l'avais espéré. Que allez-vous faire à ce sujet ? Ai-je demandé. Que puis-je faire ? Je ne suis qu'un associé subalterne. Il est Victor Lagne. Il est intouchable. L'est-il ? Simon a levé les yeux de son verre, se concentrant sur moi avec difficulté. Que voulez-vous dire ? Je veux dire, tout le monde a des faiblesses, Simon. Tout le monde a des secrets qu'il ne veut pas exposer, même Victor Lagne. On dirait que vous savez quelque chose. Je me suis penché en avant, baissant la voix pour un murmure conspirateur. Que diriez-vous si je vous disais que Victor vole l'entreprise, détourne de l'argent des comptes clients, gonfle les dépenses, toute la panoplie ? Les yeux de Simon se sont écarquillés. Je dirais que vous êtes fou. Victor vaut des millions. Pourquoi volerait-il Morrison & Associates ? Parce qu'il le peut, parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, parce que les hommes comme Victor Lagne pensent toujours que les règles ne s'appliquent pas à eux. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré certains des documents financiers que Pete avait obtenus. Simon les a étudiés avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprenait ce qui le regardait. C'est vraiment grave, a-t-il dit finalement. Ça empire. Il utilise également les ressources de l'entreprise pour payer ses liaisons. Chambre d'hôtel, dîner, cadeaux, tout est facturé à de fausses dépenses de consultation. Simon est resté silencieux pendant un long moment, traitant ce que je lui avais dit. Je pouvais voir les rouages tourner. Je pouvais le voir commencer à comprendre les possibilités. Pourquoi me dites-vous cela ? A-t-il demandé finalement. Parce que Victor Lagne a détruit mon mariage et maintenant il essaie de détruire ma carrière. Parce qu'il pense qu'il peut traiter les gens comme des jouets jetables et ne jamais faire face à aucune conséquence. Et parce que je pense que vous et moi avons peut-être plus en commun que nous ne le pensions. Que voulez-vous que je fasse ? Rien d'illégal. Rien qui pourrait vous attirer des ennuis. Juste s'assurer que les bonnes personnes voient les bonnes informations au bon moment. Simon a hoché la tête lentement. Je pourrais faire ça. J'ai accès au système financier de l'entreprise. Si quelqu'un transférait accidentellement des documents intéressants aux associés principaux. Les accidents arrivent tout le temps dans les grandes entreprises. C'est vrai, n'est-ce pas ? Nous nous sommes serrés la main par-dessus la table. Deux hommes qui avaient été trahis par les mêmes personnes, unis dans leur désir de justice, ou de vengeance. À ce stade, la distinction ne semblait pas particulièrement importante. J'ai quitté le Murphy's Bar en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Victor Lagne avait commis l'erreur classique des hommes de pouvoir partout dans le monde. Il avait supposé que tous ceux sur qui il marchait resteraient à terre. Mais je ne restais pas à terre.
Et grâce à sa propre arrogance, j'avais maintenant des alliés dans des endroits auxquels il ne s'attendait pas. La guerre ne faisait que commencer, et je commençais à aimer mes chances. Ce soir-là, Rachel est rentrée tard à nouveau, mais cette fois, elle avait l'air troublée. Elle se déplaçait dans notre appartement comme si elle marchait dans un champ de mine, prudente et tendue. Le travail, ça a été, ai-je demandé depuis le canapé. Compliqué, a-t-elle dit, sans croiser mon regard. Il y a une sorte d'enquête en cours. Les ressources humaines posent des questions sur Victor. Quel genre de questions? Des questions personnelles sur ses relations avec les employés. J'ai fait en sorte que ma voix paraisse inquiète. Ça a l'air sérieux. Y a-t-il quelque chose dont tu dois t'inquiéter? Elle m'a regardé vivement, cherchant des significations cachées dans mon visage. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de quoi que ce soit? Aucune raison. C'est juste que la politique de bureau peut devenir compliquée quand les enquêtes commencent. Les gens se retrouvent parfois impliqués dans des choses même s'ils n'ont rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Bien sûr que non. Je n'ai jamais dit que tu avais fait quoi que ce soit. Mais nous savions tous les deux qu'elle mentait. Et nous savions tous les deux que je savais qu'elle mentait. La comédie s'effritait et la vraie Rachel commençait à apparaître à travers les fissures. Je vais me coucher, a-t-elle dit brusquement. Bonne nuit. J'espère que demain sera moins compliqué. Après qu'elle ait quitté la pièce, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier la phase suivante de ma campagne, car les ennuis de Victor Lang ne faisaient que commencer. Et le monde confortable de secrets et de mensonges de Rachel était sur le point de s'effondrer autour d'elle. J'avais passé 5 ans à être le mari compréhensif, le type qui croyait aux secondes chances et à la résolution des problèmes. Ce type était parti. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et d'infiniment plus dangereux que Victor Lang ne l'avait jamais imaginé. L'élève était sur le point de devenir le maître. 3 semaines plus tard, le monde de Victor Lang a commencé à s'effondrer pour de bon. Tout a commencé avec l'audit financier. Quelqu'un, Simon vraisemblablement, s'était assuré que les associés principaux de Morrison & Associates reçoivent une documentation détaillée des pratiques de comptabilité créative de Victor. L'enquête qui a suivi a été rapide et approfondie, et le vendredi après-midi, Victor était assis dans une salle de conférence, essayant d'expliquer pourquoi il avait facturé 17 000 € en divertissement client à des comptes appartenant à une organisation à but non lucratif. Je l'ai observé de l'autre côté de la rue alors qu'il sortait du bâtiment ce soir-là, son assurance habituelle remplacée par les épaules voûtées d'un homme assiégé. Sa Mercedes était partie, apparemment saisie dans le cadre de l'enquête, et il a dû appeler un taxi pour rentrer chez lui. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal est arrivé le lundi suivant, lorsque Patricia Lang a reçu un colis contenant des photographies de son mari avec 3 femmes différentes, y compris ma femme. Pet s'était surpassé, utilisant des contacts dans le secteur des enquêtes privées pour documenter les activités extrascolaires de Victor avec des détails saisissants. Les photos étaient de bon goût mais accablantes. Victor et Rachel entrant dans un hôtel. Victor et sa secrétaire partageant un dîner intime. Victor et une 3e femme que je ne reconnaissais pas se rapprochant sur la banquette arrière de sa Mercedes. Rien d'explicite, mais assez pour rendre le mariage de Victor aussi compliqué que sa vie professionnelle était soudainement devenue. Patricia Lang, il s'est avéré, n'était pas le genre de femme à souffrir l'infidélité en silence. Le mardi après-midi, elle avait demandé le divorce et gelé tous les comptes de Victor. Le mercredi, elle avait engagé l'avocat spécialisé en divorce le plus féroce de la ville et avait commencé le processus de démantèlement de Victor pièce par pièce. J'ai eu un peu pitié de lui, presque, mais ma sympathie s'est évaporée lorsque Pet a appelé avec des nouvelles sur le dernier coup de Victor. Il intensifie, a dit Pet sans préambule. Mon gars chez Morrison dit que Victor a passé des appels pour essayer de tout mettre sur le dos de Rachel. Il dit qu'elle l'a séduit, manipulé, quel est le véritable cerveau derrière les irrégularités financières. Je n'étais pas surpris. Les hommes comme Victor cherchaient toujours quelqu'un d'autre à blâmer quand leur monde commençait à s'effondrer. Mais j'étais impressionné par son audace. Même face à la ruine professionnelle et personnelle, il essayait toujours de contrôler le récit. Comment Rachel le prend elle? Pas bien. Elle a été convoquée aux ressources humaines ce matin pour un interrogatoire. On dit qu'ils envisagent de mettre fin à son emploi en attendant une enquête complète. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie pour ma femme. Quoi qu'elle ait fait d'autre,
elle ne méritait pas d'être le bouc émissaire de Victor. Mais le sentiment est passé rapidement. Rachel avait fait ses choix. Elle avait décidé que notre mariage valait la peine d'être sacrifié pour quelques mois d'excitation avec des hommes qui ne la voyaient que comme une conquête. Maintenant, elle apprenait ce qui se passait quand on jouait à des jeux avec des gens qui avaient plus de pouvoir et moins de scrupules que vous. Il y a autre chose, a poursuivi Pete. Victor a posé des questions sur toi. Plus précisément, il a essayé de savoir si tu avais quelque chose à voir avec ses récents ennuis. Quel genre de questions? Le genre qui suggère qu'il commence à assembler les pièces. Mon gars pense que Victor pourrait préparer quelque chose, une sorte de représailles. Je n'étais pas inquiet. Victor Lagne était une brute et un lâche. Le genre d'homme qui n'était dangereux que lorsqu'il avait tous les avantages. Maintenant qu'il se battait pour sa vie, sa vraie nature se révélait. Mais j'étais curieux de voir ce qu'il essaierait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Jeudi soir, je travaillais tard dans mon bureau à domicile quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Par la fenêtre, j'ai vu Victor Lagne sortir d'une voiture de location. Son visage était tordu de rage et de désespoir. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, et son apparence habituellement impeccable était débraillée et négligée. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse frapper. « Victor, c'est inattendu. Arrête la comédie, Blake. Nous savons tous les deux pourquoi je suis ici. » Il m'a bousculé pour entrer dans l'appartement, regardant autour de lui comme s'il inspectait les lieux. J'ai fermé la porte et je l'ai suivi dans le salon, en gardant mes distances. Les hommes désespérés étaient imprévisibles, et Victor avait l'air très désespéré. « Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous êtes ici, ai-je dit calmement. Mais vous êtes le bienvenu pour m'éclairer. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Le petit informaticien discret qui se venge du grand méchant patron qui lui a volé sa femme. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Rachel et moi avons quelques difficultés conjugales, mais je ne pense guère que ce soit de votre faute. Victor a ri. Mais c'était le rire d'un homme au bord de la crise de nerfs. Difficultés conjugales, c'est ça? Tu as planifié tout ça, n'est-ce pas? L'enquête, les photos, même ce petit crétin de Simon qui s'est soudainement découvert une colonne vertébrale. C'est toi qui tires les ficelles en coulisses depuis le début. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré et j'ai fait signe à Victor de faire de même. Il est resté debout, faisant les 100 pas comme un animal en cage. C'est toute une théorie, ai-je dit. Mais je ne suis qu'un consultant en informatique, Victor. Je répare des ordinateurs et je mets à jour des logiciels. Je ne suis pas vraiment du genre à être un cerveau. Ne me mens pas. Je sais que c'est toi qui as envoyé ces photos à Patricia. Je sais que c'est toi qui as fourni des informations aux associés principaux, et je sais que c'est grâce à toi que Simon a soudainement décidé de se montrer courageux et de commencer à poser des questions gênantes. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a fixé d'un regard qui était probablement censé être intimidant. Au lieu de cela, il avait juste l'air pathétique. Un homme autrefois puissant réduit à faire des accusations qu'il ne pouvait pas prouver. Disons que vous avez raison, ai-je dit doucement. Disons que j'ai orchestré votre chute. Qu'avez-vous l'intention de faire à ce sujet? Je vais te détruire. Ton entreprise, ta réputation, ta vie. Quand j'en aurai fini avec toi, tu auras de la chance de trouver un travail pour réparer des ordinateurs dans un magasin d'électronique de centre commercial. Avec quelle influence? Vous êtes au chômage, Victor. Votre femme divorce de vous. Vos collègues pensent que vous êtes un voleur, et votre réputation est en ruine. Que pensez-vous exactement pouvoir me faire que vous n'ayez pas déjà essayé? Pour la première fois depuis son arrivée, Victor a semblé incertain. Je pouvais le voir réaliser que ses menaces étaient vides, qu'il n'avait plus le pouvoir de me faire du mal comme il l'avait prévu. De plus, ai-je poursuivi, même si vous pouviez détruire ma carrière, à quoi cela servirait-il? Vous seriez toujours un cadre en disgrâce avec un mariage raté et une enquête criminelle qui pèse sur vous. Me faire du mal ne changerait rien à tout cela. Le visage de Victor a traversé une série d'expressions, rage, frustration, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Il s'est affalé dans le fauteuil en face de moi, paraissant soudainement ses 48 ans. Elle n'en a jamais valu la peine, tu sais, a-t-il dit doucement. Rachel. Je pensais qu'elle était spéciale, mais elle n'est qu'une autre femme ambitieuse qui pense que son apparence peut lui obtenir tout ce qu'elle veut.
Alors pourquoi avez-vous tout risqué pour elle? Parce que je suis un idiot. Parce que je pensais que j'étais plus intelligent que tout le monde. Parce que j'ai passé toute ma vie à prendre ce que je voulais et à ne jamais faire face à de réelles conséquences. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux presque suppliants. Mais tu ne peux pas laisser passer ça, Blake. Ce que tu m'as fait, ce n'est pas proportionnel. J'ai eu une liaison avec ta femme, alors tu as détruit toute ma vie. Ce n'est pas la justice. C'est la vengeance. Vous avez raison, ai-je dit. C'est la vengeance. Mais il ne s'agit pas seulement de la liaison, Victor. Il s'agit de la façon dont vous m'avez humilié devant une salle pleine de gens. Il s'agit des appels que vous avez passés à mes clients, essayant de détruire mon entreprise. Il s'agit du manque total de respect que vous avez montré pour moi en tant qu'être humain. Je me suis penché en avant, ma voix se durcissant. Vous n'avez pas seulement pris ma femme, Victor. Vous avez essayé de tout prendre. Ma dignité, mes moyens de subsistance, mon avenir. Vous vouliez me laisser avec rien pendant que vous en riez avec vos amis. Alors, c'est un juste retour des choses. Ce sont les conséquences. Pour la première fois de votre vie, vous faites face à de réelles conséquences pour vos actions, et ça ne vous plaît pas. Victor est resté assis en silence pendant un long moment, fixant ses mains. Quand il a relevé la tête, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la défaite exactement, mais de l'acceptation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, vous reconstruisez votre vie. Vous trouvez un nouvel emploi. Vous travaillez sur votre mariage si Patricia veut bien de vous. Et vous essayez de devenir une meilleure personne que vous ne l'étiez. Et si je ne peux pas? Si c'est trop tard pour tout ça? J'ai haussé les épaules. Alors vous vivez avec les conséquences de vos choix, comme tout le monde. Victor s'est levé lentement, comme un vieil homme sortant de son lit. Tu sais, Blake, je pense que je t'ai sous-estimé depuis le début. Je pensais que tu n'étais qu'un autre mari faible qui se laisserait faire et accepterait tout ce que je lui ferais subir. La plupart des gens sous-estiment le type discret dans son coin. C'est l'un de nos avantages. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour le dîner, pour les appels à tes clients, pour tout. Tu ne méritais pas ça. Non, je ne le méritais pas. Est-ce que ça fera une différence à l'avenir? Je veux dire. J'y ai réfléchi un instant. Demandez-moi dans un an. Après le départ de Victor, je me suis versé un verre et je me suis assis dans l'appartement silencieux, pensant à tout ce qui avait changé en quelques semaines seulement. L'homme qui était sorti de ce restaurant, humilié, avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus calculateur. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne chose ou non, mais c'était définitivement une chose permanente. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel. Je rentre tard. Il faut qu'on parle. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Nous avions assez parlé. Il était temps pour nous deux de faire face aux conséquences de nos choix et de voir ce qui allait suivre. La guerre était finie, et j'avais gagné. Mais la victoire avait un goût différent de ce que j'attendais. Pas triomphant, mais vide, comme si je me réveillais d'un rêve fiévreux pour découvrir que le monde avait changé pendant que je dormais. Dehors, la ville continuait ses activités, pleine de gens menant leur vie tranquille, faisant leurs petits compromis, construisant leurs modestes rêves. Je les enviais, leur simplicité, leur capacité à croire que l'amour suffisait et que les bonnes personnes étaient récompensées pour leur bonté. Mais je n'étais plus l'un d'eux. J'étais autre chose maintenant. Quelque chose de plus dur et de plus dangereux que Victor Lang ne l'avait jamais imaginé. Et cela me convenait parfaitement.